Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine J'éduque Analyse. Sur ce plateau, j'ai reçu pour vous M. Alain Boloja, qui est chercheur indépendant en économie de développement et développement durable, mais également aussi auteur du livre congolais Conflits nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Avec lui, nous allons parler comment développer l'agriculture. Monsieur Alain Boloja, bienvenue à ce magazine. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci pour l'opportunité. Voilà, comme je le disais, vous êtes chercheur indépendant en économie de développement et développement durable. Exact. Alors, avez-vous d'autres fonctions que je n'ai pas citées? Bon, je trouve que ce n'est pas important d'en parler, d'autant plus que nous sommes dans une chaîne thématique et puis, au regard du sujet que nous allons aborder, je préfère me limiter là. Merci beaucoup. Alors, monsieur Alain Boloja, alors, monsieur Alain Boloja, selon vous, l'agriculture est une priorité en République démocratique du Congo? Je dirais oui, sans hésiter d'ailleurs, parce que déjà, nous avons un fort potentiel, c'est-à-dire que nous avons une vocation agricole, Ouais. au-delà du fait que sur le plan culturel, nous avons cette culture-là de faire l'agriculture. Il suffit seulement de voir tout ce qui s'est fait dans tous nos territoires, toute la République, pour vous en rendre compte. Et au-delà de ça, nous avons un passé agricole. Voyez-vous, depuis que l'homme blanc est venu chez nous, ils ont commencé d'abord à exploiter notre potentiel agricole, ce qui a permis à ce qu'ils arrivent à financer toutes les autres activités qui sont venues après, parce que toute l'économie de l'administration léopoldienne a été centrée essentiellement sur l'agriculture. Ils ont exploité notre EVA, les cafés, les cacao. Bref, ils ont eu à exploiter effectivement tout ce qu'il y a comme potentiel. Et donc, aujourd'hui, nous considérons que l'agriculture doit être la priorité de priorité. Et c'est le secteur le plus essentiel pour que nous atteignions le développement. Et pensez-vous qu'en RDC, cette importance est vraiment visible comme ça? Bon, ce qui est vrai, c'est que la perception, quand les décideurs ou les dirigeants de la République ne cadrent pas avec nos réalités, voyez-vous, parce que déjà à une certaine époque, tout a été centré essentiellement sur le secteur minier. On a semblé négliger l'agriculture avec tout ce qu'il y a comme vertu. C'est-à-dire que l'économie congolaise est tournée essentiellement sur le secteur minier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme investissement ne va que dans ces secteurs-là. On a semblé négliger l'agriculture. Automatiquement, ça a créé un dysfonctionnement systémique déjà au niveau du système économique. Parce que l'agriculture a beaucoup de vertus, a beaucoup d'avantages. L'agriculture a une forte capacité génératrice d'emploi, voyez-vous. C'est-à-dire que déjà avec l'agriculture, on peut en créer autant. L'agriculture vient assouvir beaucoup de besoins à la fois. Le besoin en termes physiologiques et même les besoins de l'économie monétaire. Parce que lorsque vous prenez déjà tout ce que nous effectuons comme dépenses, les dépenses de consommation nous prennent plus de 2 milliards de dollars l'an. Plus de 2 milliards de dollars l'an en termes d'importation de certains produits. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au regard de l'importance de produits qui sortent de l'agriculture, au regard du besoin réel de la population, l'agriculture est la priorité des priorités. Tenez, madame. Déjà, dès le matin, l'homme a besoin de se vêtir. Les vêtements sont des dérivés des produits agricoles. C'est-à-dire que lorsque vous êtes vêtu en fibre, sinon en coton, sachez-le très bien, les tissus que vous portez résultent d'une production agricole. Il y a une économie quelque part qui a produit du coton, qui en a fait des fibres pour avoir les tissus et pour confectionner les habits. L'agriculture vous accompagne toute la vie. Et lorsque vous avez faim, vous avez besoin de manger. Tout ce que vous consommez là, ce sont des produits agricoles. Voyez-vous? Lorsque vous allez même dans votre toilette pour vous laver, l'agriculture vous accompagne. Avec les savons, sont des produits dérivés de l'agriculture. Lorsque vous mettez tout ce que vous avez comme produits cosmétiques, c'est l'agriculture qui vous accompagne. Votre dentifrice, ce sont des produits dérivés de l'agriculture. Et lorsque même le plastique, le brosse,
c'est l'agriculture. Et lorsque vous sortez, vous devez vous vêtir, vous vous mettez en chaussures cuir. C'est l'agriculture qui vous accompagne. Vous arrivez au niveau de votre canapé. C'est l'agriculture qui vous accompagne. Vous entrez dans votre véhicule. C'est l'agriculture qui... Même le volant aujourd'hui, c'est l'agriculture qui vous accompagne. Vous arrivez au niveau de la station. Vous faites sortir les billets d'argent. C'est l'agriculture qui vous accompagne. Vous arrivez au... C'est-à-dire que l'agriculture touche toute votre vie et à tout moment. Ce qui veut dire que l'agriculture est l'essentiel pour toute politique économique sérieuse. Alors, si tel est le cas, quelle politique faudra-t-il mettre en place pour le développer? C'est ça la plus grande question. Parce que généralement, les gens pensent que l'agriculture, c'est un fait naturel. Non. C'est vrai que nous avons acquis des habitudes, des techniques traditionnelles, du fait que nos aïeux ont eu à pratiquer les mêmes activités. Mais aujourd'hui, au regard des économies d'échelle, au regard du nombre ou de la quantité demandée ou le besoin exprimé au niveau de l'économie, on doit arriver à systématiser l'économie. En quoi faisant? D'abord, il faut mettre en place de bonnes institutions. Nous l'avons déjà fait, voyez-vous. On a eu à créer, à scinder pratiquement la mission de l'agriculture, parce que généralement, l'agriculture est prise de manière usuelle, comme la production végétale, animale et halieutique. Mais sur le plan technique, ce n'est pas le cas. Voyez-vous? Il faut faire un distinguo entre l'agriculture, la pêche et l'élevage. Voilà pourquoi même dans l'ancienne appellation du ministère, c'était le ministère de l'agriculture, pêche et élevage. On a scindé en deux. On a pris l'agriculture, on en a fait tout un ministère qui sont chargés de produire, de mettre sur le marché de produits végétaux. Nous avons deuxième partie, la pêche et l'élevage. La pêche, c'est-à-dire la production halieutique avec le poisson. L'élevage, il y a les animaux et même le poisson, parce qu'on peut aussi élever un poisson. Voyez-vous? Donc, c'était ça déjà un départ. Deuxième élément, nous avons opté pour le régionalisme constitutionnel dont le maître mot reste la décentralisation. Qui dit décentralisation dit fractionnement de compétences. Il y a certaines compétences qui sont dévolues au gouvernement central, d'autres compétences qui sont dévolues aux gouvernements provinciaux et aux entités territoriales décentralisées. Et donc, déjà au niveau du gouvernement, il faut que nous arrivions à fédérer les énergies de province pour que nous arrivions d'abord à mettre en place un plan de développement. C'est d'abord le plan de développement qui est constitué comme une sorte de boussole. Et dans le plan de développement, on a des politiques. C'est-à-dire qu'il y a une politique sécuritaire, politique économique, politique, tout ça. Et dans la politique économique, il y a des politiques sectorielles dont fait partie l'agriculture. La politique agricole existe. Et cette politique agricole doit se greffer à la politique économique globale. Et donc là, on va mettre en place de grandes stratégies justement pour que tout ce qu'il y a comme action puisse coïncider avec la vision de développement de l'agriculture. Tenez, madame, nous avons besoin du personnel. Voyez-vous? Allez-y dans nos facultés, dans nos universités. Vous allez vous rendre compte, les secteurs qui touchent à l'agriculture, ça n'attire pas assez. Vous prenez par exemple ceux qui font la médecine vétérinaire, ceux qui font la zootechnie, l'agronomie, sont peu en termes de nombre et moins considérés par tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne considère pas ceux qui sont dans ces secteurs. Or, ce sont eux qui produisent tout ce que nous consommons chaque jour. Tout ce que nous consommons chaque jour. Et donc, déjà à ce niveau, qu'est-ce que nous devons faire? On doit créer des incitatifs pour attirer les gens dans le secteur agricole, au niveau de la formation. En quoi faisons? Si on fixe, par exemple, les frais académiques ou les frais de scolarité à $500, ceux qui font la filière, les filières qui touchent à l'agriculture, ne pourront qu'en payer la moitié. Automatiquement, les gens qui n'ont pas assez de moyens, mais qui ont besoin d'avoir une certaine formation, vont effectivement venir à ces niveaux-là. En ce moment-là, il y a un nombre plus important qui seront formés. Parce que, comme nous l'avons dit, nous avons une vocation agricole. Nous ne pouvons pas former des gens pour être des journalistes, pour être de juristes, pour être des économistes, alors que la finalité de notre économie, c'est de produire. Et en ces moments-là, lorsque les gens vont suivre la filière, à la fin de leurs études, ils n'ont pas besoin de vous amener le TFC, le mémoire,
qui n'ont aucun sens. Ils viendront avec des projets bancables. C'est-à-dire qu'à la fin de leurs études, ils vous disent, voilà, dans tel territoire, j'ai fait l'étude de sol, je peux produire autant de quantités de maïs, autant de quantités de manioc, de tomates, et à la fin, le gouvernement doit s'engager pour financer. Mais quel effort avez-vous fait pour présenter des stratégies? C'est ce que nous faisons, mais je doute fort qu'il y a des oreilles qui sont prêtes pour entendre. Cela veut dire que nous le disons ici, justement, pour permettre à ceux qui ont le souci de la République d'avoir ne fût-ce qu'une idée. Et je pense plutôt aux générations futures, parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas ceux qui mettent l'accent sur l'agriculture. Ça, c'est d'abord au niveau de la formation. Deuxième étape, il faut mettre en place une stratégie pour accompagner ceux qui sont déjà dans les secteurs agricoles. En quoi faisons? Il faut prendre les moniteurs, voyez-vous, les zootechniciens, les agronomes, les médecins vétérinaires, les envoyer pour renforcer la capacité technique des gens qui vivent dans les milieux ruraux. Parce qu'il y a près de 80% de la population qui vit déjà grâce à l'agriculture. Ces moniteurs viendront justement pour apporter et aider ceux qui sont dans ces secteurs à acquérir de nouvelles techniques culturelles et d'élevage. Troisième étape, on doit arriver à organiser l'accès aux intrants. Ceux qui ont besoin des semences, ceux qui ont besoin de tout ce qu'il y a comme instrument, justement pour produire. Il faut organiser dans chaque zone où on va mettre en place le pôle de développement, dans chaque zone, il faut insister sur l'accès aux vaccins. Parce que la plupart des maladies qui touchent aux animaux réduisent, n'est-ce pas, réduisent sensiblement leur productivité. Il faut mettre tous ces éléments en place. Troisièmement, il faut déjà arriver à envisager des banques des crédits agricoles pour renforcer la capacité capitalistique de ceux qui sont dans le secteur. Troisièmement, il faut organiser la récupération de la production en mettant l'accent sur les routes des dessertes agricoles, les routes à intérêt provincial et les routes à intérêt national. Au-delà de ça, il faut déjà envisager l'électrification de zones de transformation. Voyez-vous? Pour récupérer la production, transformer cette production et mettre sur le marché de produits finis. En ce moment-là, on crée de la valeur. Et aussi, il faut veiller sur la capacité des Congolais à acheter, l'accès à ces produits-là. Parce que si vous produisez et qu'il n'y a pas de débouchés, vous produisez pour rien. C'est-à-dire que c'est toute une politique qui doit être conçue au niveau du gouvernement, d'autant plus que c'est une question transversale et au regard des diversités de production, au regard de tous ces éléments, nous pensons qu'il n'y a que le gouvernement central, le gouvernement provincial et les ETD qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif. Mais vous pouvez déjà proposer toutes ces choses et amener ça auprès des autorités compétentes. Non, mais comment sont-ils autorités qui ne savent même pas comment organiser ça? Non, mais faites-le. Non, mais pourquoi le faire, madame? Auprès de vous, non, madame. Non. Je pense que nous devons fournir beaucoup d'efforts pour être plus sérieux que ça. Comment voulez-vous que quelqu'un qui assume la fonction du ministre de l'Agriculture, du ministre de Pêche et d'Élevage, n'ait pas cette information-là? Il est là pour faire quoi? Alors, quel est l'état des lieux actuel de l'agriculture de notre pays? Bon, déjà, le secteur agricole est dominé par l'informel, voyez-vous? L'État congolais n'a pas assez de statistiques par rapport à la production. Mais je vous dis ici, le Congolais produit. Voyez-vous? J'étais à Goma. Vous trouvez le produit tel que la pomme de terre et les autres éléments sont produits en quantité. Mais ils ont un problème, l'évacuation. Comment évacuer? Parce que l'économie, et surtout l'agriculture, part de la production à la consommation en passant par la distribution. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de voie d'évacuation, ça pose problème. Voyez-vous? Il y a par exemple dans le Congo central, tout ce qu'il y a comme fruits, légumes, des épices, on en produit assez. Et fort malheureusement, la production est centrée et le seul marché qui est desservi, c'est le Congo central et Kinshasa. Dans d'autres provinces, ils en manquent. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous devons mettre en place de bonnes politiques, de politiques cohérentes pour que nous arrivions effectivement à booster. Fort malheureusement, ce sont des choix contradictoires qui nous empêchent d'atteindre cet objectif. Je donne juste une illustration, madame. Voilà. Nous avons été à Maputo. Nous sommes résolus pour faire sortir notre pays de sa situation de précarité.
il fallait financer l'agriculture à l'auteur des 10% du budget national. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous avons un budget de 10 milliards de dollars, en réalité, l'agriculture devait à elle seule consommer 1 milliard de dollars. Allez voir le ministère. Ils n'ont pas de financement. Voyez-vous? Voilà, merci beaucoup, M. Alla. Alors, que pensez-vous de la coopération israélo-congolaise? Bon, c'est une coopération comme toute autre coopération. Là, nous sommes dans la bilatéralité. L'État congolais est en droit, n'est-ce pas, d'être en coopération avec d'autres États. Israël, c'est un pays qui a développé son agriculture et vous serez peut-être surpris de savoir que l'Israël n'a pas l'atout que nous avons. Notre terre est vraiment fertile. Le saison culturelle que nous avons, notre atout en termes de pluviosité, l'humidité de sol, tout ce que nous avons comme atout, avec la population jeune, nous pouvons aussi produire. Mais la particularité de l'Israël, ils ont développé leur technique. Même dans des espaces non cultivables, ils arrivent à produire. Et ils produisent en quantité importante. Ce qui veut dire que il peut y avoir échange en termes d'information. Cela n'est qu'un atout. Ce n'est pas un tout. On ne peut pas baser notre politique sur l'Israël, d'autant plus que nous avons, justement, parce que l'Israël a des atouts, l'Israël a des avancées, mais l'Israël n'a pas la formule magique. Voyez-vous, n'a pas la formule magique pour résoudre notre problème. Il y a d'autres pays qui se sont inspirés de nous. Voyez-vous, vous prenez, il y a des pays de l'Asie qui aujourd'hui sont de premiers exportateurs de l'huile de palme. Ils ont trouvé leur souche chez nous, à Yangambi. Vous avez la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui produit le cacao. Ils ont reçu leur matière ici chez nous. Vous avez autant de pays qui bénéficient de notre ancienne expertise. Ce qui fait qu'il faut mettre plutôt l'accent sur la recherche. Parce que la recherche est essentielle, justement, pour développer notre productivité. Vous prenez par exemple l'INERA. On peut créer d'autres institutions de recherche dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs ou sous-secteurs, justement, pour que nous renforcions notre capacité productrice. On ne peut pas baser toute la politique sur Israël. Alors, comment nous pouvons en profiter? Bon, en profiter par les échanges, le transfert des technologies, ça peut être un atout, mais je ne pense pas que l'on peut baser toute une politique au niveau d'un pays. Voyez-vous, au niveau d'un pays, nous avons des atouts, il y a des ingénieurs qui ont été formés. Je considère pour ma part que le jour où on aura des gens qui s'y connaissent, qui ont le souci de mieux faire les choses, on va produire de manière spectaculaire. Tenez, madame, on fait juste un calcul grossier simple. Nous l'avons dit ici, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Pour un hectare, on peut produire 5 tonnes de maïs, 7 tonnes de manioc, on peut produire les haricots, on peut produire les piments, on peut produire tout ce que nous avons comme besoin là. On peut en produire pour une même saison culturelle, dans le même espace. Parce que lorsque vous produisez par exemple le maïs, ce n'est pas exclu de produire les manioc dans le même espace. C'est-à-dire que pour un hectare, on peut produire 5 tonnes de maïs, 7 tonnes de manioc. Si aujourd'hui nous développions l'ambition de produire sur 1 million d'hectares, on produira déjà à ces niveaux 5 millions de tonnes pour 1 million d'hectares. 5 millions de tonnes, ça représente 5 milliards de kilos. Ça vous fait 200 millions de sacs déjà de maïs. Et on aura combien de sacs de manioc qui, dans un hectare, on peut en produire 7 tonnes. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'en produire. Mais il faut que nous ayons des gens qui ont une vision de grandeur. Voyez-vous? Il ne faut pas considérer l'agriculture comme un slogan. Ça doit être notre manière de vivre. Et ce qui est important, lorsque vous avez 1 million d'hectares cultivables que vous exploitez, naturellement, sans fournir beaucoup d'efforts, vous produisez 5 millions et 4 millions d'emplois directs. Dites-moi, si réellement le Congolais veut résoudre leurs problèmes, peut-on mettre autant d'énergie dans les mines
Alors que pour que l'économie puisse survivre, il faut que l'on augmente le nombre de la population active. La solution n'est pas de créer plus de richesse, non. Augmenter le nombre de la population active. Parce que là, il y aura ce qu'on appelle les effets d'induction et les externalités positives. Quelqu'un qui n'avait pas de revenus, qui trouve de l'emploi stable, avec un revenu acceptable, automatiquement, lui aussi devient dans la chaîne de la consommation. Plus la demande augmente, plus ça attire les investisseurs et plus on diversifie. Voyez-vous, c'est ça en fait la vision que nous devons développer. Et déjà dans l'agriculture, il y a plusieurs filières. Au regard des spéculations, on peut produire autant de matières par rapport à la nature de produits. Nous avons la culture maraîchère, tout ce qu'il y a comme légumes. Vous avez 45 à 3 mois. Vous prenez la culture vivrière, tout ce qu'il y a comme diversité, 6 mois. La culture pérenne, les cafés, les cacao, les veillets et tout ça, c'est dans le long terme, dans le moyen terme. Vous avez la culture de bois, on peut en produire. Le poteau là que la SNEL utilise, on peut en produire. Si nous nous achetons à l'extérieur, comment ne pas le produire ici et en vendre? Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on peut produire autant de matière. Vous prenez par exemple au niveau de Kinshasa. Nous avons effectué des études avec les Égyptiens, ici à Kinshasa, au niveau de notre littoral. On a la capacité de produire 120 000 tonnes de poissons lents. Et la demande est de 200 000 tonnes ici. Le dossier se trouve aujourd'hui au niveau de la table de M. Félix Sekete. Avec possibilité de produire 30 000 tonnes après chaque 3 mois. 30 000 tonnes. Et la demande est de 200 000 tonnes. Voyez-vous, ce sont les importateurs. Lorsqu'ils ont compris le vrai enjeu, ils se sont dit, tiens, on risque de perdre 60% de notre chiffre d'affaires. Ils ont corrompu le membre du gouvernement pour stopper justement la situation. Et là, c'était depuis 2017. Non, mais effectivement, c'est-à-dire que si on avait effectivement cette vision, on allait produire autant. Comment expliquer? Est-ce que vous savez, aujourd'hui dans la population, si on avait mis l'accent, vous pouvez prendre un sac de sable, vous prenez du papier usé, vous mettez dans l'eau, vous faites le mélange, vous trouvez les sacs, vous mettez de la tomate, ça va se produire. Vous aurez de la tomate après 45 jours ou 3 mois. Voilà, je vous rappelle que j'ai reçu pour vous M. Alain Bolotin, qui est chercheur indépendant en économie de développement et développement durable. Quelles sont les provenances en vocations agricoles? Bon, je n'ai pas bien compris la question, mais je crois que nous avons une vocation agricole. Quelles sont les provinces en vocation agricole? Toutes les provinces. Voyez-vous, toutes les provinces, justement parce que dans toutes les provinces, il y a une agriculture qui s'est faite. Je dis ici l'agriculture en termes sur le plan usuel. Comment ça se perçoit au niveau des non-initiés. Voyez-vous? Prenons l'exemple de Kinshasa. Nous avons 10 000 km carrés de superficie. 10 000 km carrés. Voyez-vous? Dans les 10 000 km carrés, jusque-là, nous n'exploitons que moins de 20%. C'est-à-dire 2000 km carrés. Toute la concentration de Kinshasa, c'est dans les 2000 km. Ce qui veut dire qu'il nous reste 8000 km carrés à Kinshasa. Kinshasa, c'est une ville urbano-rurale. Lorsqu'on vous parle de rural, on voit l'agriculture. On peut effectuer l'agriculture ici. Au regard de sa position, on peut faire l'agriculture maraîchère et l'agriculture vivrière. Mais il faut avoir de la vision. On peut produire. Est-ce que vous savez, madame, les fleurs sont vendues en international? Est-ce que vous savez, madame, on produit du parfum grâce aux fleurs? Est-ce que vous savez, madame, on peut prendre la tomate et en faire d'autres produits? Le manioc, on peut produire de l'éthanol, l'amidon. Combien d'industries allons-nous, juste seulement au niveau de Kinshasa? On peut enlever le poule. On peut enlever tout ce qu'il y a, même les abeilles, pour produire du miel. Il y a autant d'opportunités. C'est-à-dire que moi, je pense, le jour où on va développer des grandes visions, pas des visions minimalistes pour importer les poissons chinchard. Non, le jour où on aura des grandes visions, on va booster. Et d'ailleurs, le monde entier sait, le jour où nous allons nous réveiller,
on va assister à un miracle économique parce que nous allons prendre en charge toute la demande en termes d'alimentation au niveau africain. Alors, dans l'agriculture, nous pouvons récolter la même recette que dans les mines aussi. Bon, la différence maintenant dans les mines sont épuisables. Voyez-vous? Les mines sont épuisables. L'agriculture, ça dépendra justement de notre capacité à maintenir les systèmes. C'est juste l'écosystème. Et lorsque vous prenez, comme je l'ai dit, l'agriculture n'a pas une forte rentabilité par rapport aux mines. Parce que dans les mines, vous pouvez investir $1 et récolter $10 000. Dans les mines, c'est possible. Tout dépend de la demande au niveau international. Parce que vous prenez par exemple quelqu'un qui ramasse un diamant. Vous ne pouvez pas le comparer avec quelqu'un qui a planté 1 hectare. Même s'il produisait, il n'aura jamais l'argent d'un diamant. Mais la différence maintenant, les diamants là ne profitent qu'à la personne. Mais l'agriculture, c'est différent. L'agriculture, en produisant, vous touchez plusieurs éléments à la fois. Tenez, madame, si déjà nous commençons à produire nous-mêmes 200 000 tonnes de poissons, on ne va plus dépenser des milliards de dollars pour importer. Automatiquement, ça stabilise la monnaie. Si nous commençons à produire nos biens, automatiquement, les jeunes qui n'ont pas d'activité vont trouver des emplois. Eux aussi auront des revenus. Ils vont commencer à consommer. Ils deviendront locataires. Les bailleurs vont avoir les revenus. Les bailleurs vont consommer. En consommant, les transporteurs, tout ça, oh, l'argent. Mais ce n'est pas le cas avec les mines. Et déjà, les mines, la malchance que nous avons, ça c'est une malchance. La malchance que nous avons, c'est quoi? Ce ne sont pas nos capitaux qui produisent, qui exploitent, qui est dans l'exploitation minière. Après avoir exploité, les détenteurs de capitaux partent avec leurs revenus. Ce qui nous reste, ce sont les miettes. Lorsqu'on vous dit, on a atteint 2%, 3%, 5%, 10% de taux de croissance. Oui, mais il n'y a pas d'impact. Voyez-vous? Mais avec l'agriculture, on a toujours une croissance inclusive. Toujours. Toujours. Partout où vous produisez, ça impacte la société. Lorsque vous installez, par exemple, des projets du type Bukangalonzo, Kenge, vous allez à Kisangani, à l'Équateur, dans le Kassai, si vous avez 7 projets, vous pouvez créer dans chaque projet 8 000 emplois. La population de cette zone-là touche. Mais prenez Kibali Mining. On produit de l'or. Ça n'impacte pas l'environnement. Vous prenez la Gécamine. On produit de l'or. Mais il y a à côté des pauvres. Mais dans l'agriculture, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe dans ça? Non, mais c'est simplement parce que ceux qui viennent avec leurs capitaux ne sont pas des enfants des cœurs. Ils exploitent et ils partent. Voyez-vous? Ils exploitent et ils partent. Et comme ils viennent justement pour profiter de vous, naïvement, nous les applaudissons. Mais c'est lui qui produit, par exemple, du café. Comment va-t-il déplacer le plante pour amener chez lui? Ça reste. Même s'il partait, ça reste. Voyez-vous? C'est-à-dire que moi, je pense, si nous voulons résoudre le problème congolais, on doit mettre tous les sérieux du monde dans l'agriculture. C'est possible de créer 40 millions d'emplois en 10 ans. 10 ans, c'est possible. Alors, pour quel secteur pouvons-nous commencer pour développer notre agriculture? Moi, je crois à ce niveau, il faut tenir compte des cycles de projet. Voyez-vous? Parce qu'on ne peut pas prendre l'agriculture de manière éparse. Il faut tenir compte des cycles de projet. Prenez par exemple, madame, le maïs ne prenne que 3 mois. Si vous voulez commencez par le maïs. La tomate ne prendra que 45 jours. Si vous voulez commencez par tout ça. Mais cela ne vous interdit pas de planter les cafés qui vous prendra 3 ans. Voyez-vous? C'est-à-dire que lorsque vous faites la planification, vous avez des actions à court terme, à moyen et à long terme. Le long terme, l'avantage, c'est quoi? C'est une forte rentabilité. Aujourd'hui, l'économie du pays tel que la Côte d'Ivoire est assise sur un seul produit. Il y a certains pays dans ce monde, en Afrique, dont l'économie est soutenue que par les arachides. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on va créer beaucoup d'emplois. Je prends l'élevage. Savez-vous qu'on peut commencer à élever les crocodiles nains? L'okekele. Allez demander une chaussure en coco. C'est à combien? Ah, voilà! On peut produire du cuir. Voyez-vous? Boule. C'est-à-dire que si nous arrivons à développer notre intelligence, les miracles congolais est possible.
Moi, je crois fermement. Ma condition, un, de respecter l'administration publique. Parce que le plus grand péché de la classe politique, ils ont tendance à négliger l'administration publique. Moi, j'ai été stagiaire au ministère du Plan, j'ai travaillé au ministère du Plan. Il y a de l'intelligence. J'ai été au ministère de Pêche et Élevage. Il y a de l'intelligence. De fort malheureusement, les gens confondent la production et l'organisation de la production. Nous qui avons fait l'économie rurale, nous avons été formés pour savoir comment élaborer les politiques agricoles. Les agronomes ont été formés pour apprendre comment produire. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous mettez quelqu'un à la place qu'il faut, on va vous pondre de grandes stratégies. Et l'avantage maintenant avec la décentralisation, chaque province a une particularité, a une spécificité par rapport aux saisons, par rapport au sol et par rapport aux produits. Et nous pouvons produire 2 fois l'an au Congo. C'est-à-dire que moi, je pense, en mettant un plus de sérieux, on peut faire de manière spectaculaire. Et l'avantage aussi que nous avons, notre population produit déjà. Ce n'est pas qu'elle est tacite, elle est amorphe, non. Elle produit déjà, mais avec des techniques rudimentaires. Il faut développer. Ne commettez jamais l'erreur d'acheter les tracteurs pour envoyer aux provinces. Ce n'est pas ça. Mettez d'abord en place un plan opérationnel et stratégique. Et dans ces plans opérationnels et stratégiques, vous tenez compte de la spécificité de chaque province et vous faites des actions de manière séquentielle. En ces moments-là, on va multiplier nos chances pour atteindre l'objectif et en fin de compte, on va produire assez. L'avantage que nous avons 9 pays voisins. Nous-mêmes, déjà, nous sommes estimés à 100 millions. Si vous prenez le pays voisin, nous avons autant de débouchés. On peut commencer à produire pour le pays voisin, pour toute l'Afrique. Avec la désertification qui s'avance, on va produire pour le nord, on va produire pour le sud, pour l'est et pour l'ouest. Nous avons un fort potentiel. Est-ce que vous savez que le Rwandais profite de notre café dans la partie est du pays? Non, mais nous ne bénéficions pas parce que nous n'avons pas participé à la production. Et nous n'avons même pas participé à la vente. Voyez-vous? Je pense. Pas aussi quelque part. Non, on n'est pas assez sérieux. C'est ça le mot. On n'est pas assez sérieux. Moi, je pense qu'il est possible. Et pour amener les jeunes à faire l'agriculture, c'est simple. Créer juste les incitatifs et on va atteindre l'objectif. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons parlé de comment développer l'agriculture en République démocratique du Congo. Alors, pour clore, un mot de la fin. Je voudrais d'abord dire aux générations qui viendront après nous, ne faites pas comme nous. C'est-à-dire que ne pensez pas qu'être en veste, c'est ça la solution. Je préfère quelqu'un qui produit de la tomate avec un habit sale que quelqu'un qui a faim et qui est en veste. C'est simple. Nous cherchons à être orgueilleux, être trop imbus de nous-mêmes alors que nous souffrons de faim. Comment peut-on expliquer? Dans un pays qui a un fort potentiel, on enregistre 27 millions de malnutris. Antinomique. C'est contradictoire, c'est paradoxal. Et c'est une honte. 27 millions de personnes qui souffrent de la malnutrition aiguë. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas sérieux. Nous pouvons en produire. Tout le monde se moque de nous. Nous sommes comme des parents, des enfants qui sont assis sur des richesses, mais qui ne savent même pas que c'est ça la richesse. Pour moi, c'est une honte. Et j'ai été formé par l'État. Fort malheureusement, l'État ne comprenant pas pourquoi il m'a formé, ça me désole. Je crois que les générations futures ne commettront pas cette erreur-là. Je crois que c'est un message fort pour la population, pour tout le monde qui nous a suivis. Alors, un grand merci à toute l'équipe technique qui m'a soutenu. Un grand merci aussi à toute la hiérarchie des JDUC Télévision. Voilà, c'était votre magazine JDUC Analyse.